Bonjour Magali Rocher, merci de venir nous aider à tous passer les concours. Enfin, moi je ne les passe pas heureusement. Mais tous les élèves avec nos élèves. Voilà, chaque professeur les passe avec ses élèves en même temps. Merci beaucoup. On est à quelques semaines du début de ces concours et le stress monte. On va parler aujourd'hui des profils finalement de révision. Quel est le profil des étudiants de prépa et en fait en identifiant ces profils, ça va leur permettre de savoir comment réviser. Oui, comme je le disais l'autre fois, pour avoir une méthode de travail adaptée, il faut vraiment bien arriver à cerner son profil, puisque comme en médecine, le remède ne sera pas pareil pour chacun des patients. Donc le premier profil qu'on rencontre, alors qui est relativement minoritaire. Les deux profils dont je parlerai après seront sans doute les plus courants. Le premier profil, c'est lorsqu'on s'aperçoit qu'on connaît mal son cours. Comment s'aperçoit-on qu'on connaît mal son cours? Comme je l'ai dit la dernière fois, on reprend ses copies et on s'aperçoit que sur toutes les questions d'application directe du cours, alors je donne quelques exemples et les étudiants préparationnaires le retrouveront, montrer que petit f est une densité de probabilité, vérifier que le réel 1 est une valeur propre de A, toutes ces questions, eh bien on n'a pas les points. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien compris les objets qu'on manipule. Donc dans ce cas-là, il faut absolument reprendre son cours. Bien sûr, reprendre son cours, c'est pas le reprendre linéairement de A à Z, sinon on n'aurait jamais le temps. Il faut, comme dans les autres disciplines, en ESH, en géopolitique, hiérarchiser les connaissances. Ce qui doit être su par cœur, ce sont les théorèmes et les définitions. Et ça, c'est très important, oui, apprendre exactement. Par cœur les théorèmes et les définitions. Oui, et pas de l'à peu près, sinon on ne pourra jamais rien maîtriser. Est-ce qu'il faut faire, par exemple, une petite fiche pour chaque théorème et chaque définition? Ça peut être utile, pour l'apprendre par cœur plus facilement. Effectivement, si certains sont aidés par ce type de méthode, oui, bien sûr. Et ce qui est important aussi, c'est non seulement d'écrire, donc la définition et le théorème, mais ça, c'est écrit dans le cours, mais surtout des exemples d'utilisation pour savoir comment le manipuler. C'est vraiment comme dans une caisse à outils. Si on a un outil, c'est très bien, mais si on ne sait pas à quoi il sert et quand s'en servir, ça ne sert absolument à rien. Donc ça, c'est la première étape, c'est le premier profil, c'est l'élève à qui on reproche finalement de ne pas connaître son cours. Exactement. Et ça, on ne demande pas des Einstein finalement. Non, tout à fait, pas du tout. On n'est pas en section MP, ça je répète souvent ça à mes élèves. On ne demande pas la virtuosité qu'on va demander à un élève de maths P dans un concours de prépa HEC. Les sujets sont vraiment guidés. C'est une question, une idée, et souvent une idée qui aura déjà été vue en cours. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une base solide. Une bonne méthode, une bonne technique. Connaître par cœur ses définitions. Exactement, tout à fait. Il ne faut pas qu'on puisse vous reprocher finalement de ne pas avoir appris son cours. C'est un reproche rédhibitoire. La note peut descendre très très vite, que ce soit dans n'importe quel type de sujet, EDEC, EML ou sujet de parisienne, s'il y a une méconnaissance du cours qui est mise à jour. D'accord. Donc apprendre, faire des petites fiches éventuellement ou sur un... Moi j'avais un professeur qui nous disait... Prenez un petit carnet et mettez chaque définition, chaque théorème. C'est pratique, effectivement, parce qu'on peut l'emporter, on peut le sortir. On peut le prendre dans le bus et le réviser plus facilement. C'est la régularité qui paye, parce que si on a un magnifique classeur mais qu'on ne le sort jamais, ça ne sert à rien. C'est vraiment le sortir tout le temps, dès qu'on a besoin. Alors la première erreur, c'est l'élève qui n'apprend pas son cours, et là c'est rédhibitoire. Et ça c'est rédhibitoire, on ne peut pas monter, on ne peut pas avoir une note qui va monter, on ne peut pas prétendre se mesurer à un sujet théorique si vraiment on maîtrise mal les définitions. Donc ça c'est le premier profil. Mais en général, ça, les élèves ont dépassé ce stade-là au bout de 2 années, voire 3 années de classe préparatoire. Ils savent qu'il faut apprendre le cours. Donc le deuxième profil, le plus courant, vraiment celui dans lequel la majorité de mes élèves, quand je leur ai soumis ces profils, se sont reconnus, c'est l'élève qui dit, bon, je connais bien mon cours, je connais par cœur mes définitions, je sais bien traiter les questions d'application directe du cours, celles qu'on a vues en cours avec vous, madame, mais néanmoins, quand il y a une question un petit peu nouvelle, quand ça demande de s'éloigner un petit peu de choses qu'on a déjà fait presque textuellement, là j'ai pas d'idée, j'ai pas de méthode. Alors ça c'est la grande interrogation des élèves, mais madame, quelles sont les méthodes? Ils parlent même d'astuces parfois. Or nous, profs de maths, on a résoudre finalement des problèmes auxquels on n'a jamais été confronté, par exemple. Oui, mais pas de cette forme-là. C'est que la formulation diffère, mais grosso modo, on a dû... Voilà, bon, à part des sujets plus abstraits ou plus inédits, mais souvent c'est quand même des choses qu'on a déjà faites, mais sous une forme un petit peu différente, sans l'indication qui serait contenue dans l'énoncé de la question. Là, les élèves sont friands de ce qu'ils appellent les astuces et les méthodes que nous, on appelle tout simplement la connaissance des théorèmes du cours, encore une fois. Et ce que je leur dis, parce que souvent, ils attendent des méthodes. Finalement, il faudrait, au lieu de construire un cours avec proposition 1, proposition 2, proposition 3, si on mettait à la place méthode 1, méthode 2, méthode 3, ils seraient ravis. Ils ont envie de recettes, finalement. Exactement, mais
tout théorème du cours est une recette. Si on prend un exemple qui est d'ailleurs au programme de plusieurs filières, ECS ou ECE, la loi faible des grands nombres, c'est une recette, c'est une méthode pour montrer ce qu'on appelle de la convergence aux probabilités, sous certaines hypothèses. Donc tous les théorèmes du cours sont des recettes. Seulement, le matheux n'appelle pas ça une recette, ce n'est pas un cuisinier, il appelle ça un théorème. Alors attention, savoir un théorème profil 1, c'est le connaître déjà, savoir qu'il existe, parce que les élèves du profil 1, ils ne savent même pas que le théorème existe, c'est ça le problème. Et les élèves du profil 2, ils savent qu'il existe, mais ils ne savent pas vraiment quand l'utiliser, comment l'utiliser, sous quelle hypothèse. Et le pendant, c'est quand ne pas l'utiliser. Donc, si on est plus dans ce profil-là, il faut se faire des fiches plus étoffées que la seule répétition du théorème. Il faut quelques exemples ou quelques contre-exemples de situations pertinentes et différentes dans lesquelles on va utiliser ce théorème. Pourquoi? Quels sont les mots-clés dans le sujet qui m'ont fait penser à ce théorème, ou au contraire, des mots-clés qui signalent que non, ce n'est pas ce théorème qui s'applique dans ce cas-là. D'accord. Donc c'est la mise en situation. C'est la mise en situation. Est-ce que ça demande plus d'imagination finalement? Un petit peu, mais il y a beaucoup de répétitions. Vraiment, beaucoup tous les sujets, ce que j'ai dit aux élèves, c'est que j'espère qu'à terme, au fil de vos révisions, vous aurez l'impression que vous faites toujours le même problème, vous faites toujours les mêmes problèmes, et que c'est très ennuyeux. Oui. Et non pas l'émerveillement à chaque fois, oh là là, on a découvert quelque chose d'extraordinaire. Non, ça fait 10 fois qu'on fait la même chose. En fait, la base de, finalement, des révisions, c'est vraiment... l'apprentissage par cœur, finalement. La répétition. Et la répétition. Mais un peu comme le piano, finalement, un peu comme tous les... Oui, il y a cet aspect technique. Il y a quand même cet aspect technique de répétition, mais attention à ne pas annonner. Quand on dit par cœur, il ne faut pas non plus annonner. Parce que certains élèves se contentent d'annonner, mais des théorèmes, il y en a trop. Ils ne pourront jamais tous les apprendre. Donc il faut les comprendre. À la rigueur, il vaut mieux peut-être savoir un peu moins bien annonner son théorème, mais comprendre comment il fonctionne, parce qu'à ce moment-là, on rétablira. On a oublié une hypothèse, mais si on a compris comment le théorème fonctionne, on pourra rectifier. Oui, mais c'est par la répétition, finalement. Voilà, c'est la répétition de la pratique. Et c'est bien cette image du pianiste, parce que ça aussi, j'aime bien l'utiliser et la reprendre. Certains élèves pensent qu'on va pouvoir improviser. C'est pas grave, grosso modo, je sais comment ça marche, et le jour J, j'improviserai. Donc je leur dis, vous avez qu'à aller salle Playel, enfin quand c'était possible, hein, avant la fermeture des salles de concert. Et si vous allez regarder un pianiste jouer tous les soirs, et vous pensez que rentrer chez vous, vous allez savoir le faire? Non, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc c'est-à-dire que regarder le professeur au tableau, faire des exercices ou lire des corrigés, ça ne dispense pas de s'exercer soi-même. Le musicien ou le sportif, il s'exerce aux gestes techniques avant et avant. Surtout, il limite d'abord les grands maîtres avant d'imaginer quelque chose pour lui. Et avant de penser qu'il va savoir d'un coup de génie le jour J, devant son piano, il va improviser quelque chose. Non, le pianiste virtuose qui improvise, il a quand même beaucoup travaillé en amont. Beaucoup répété, beaucoup imité aussi. Exactement, tout à fait. Imité. Donc on imite le professeur, on imite ses camarades, et ne pas croire que c'est un coup de baguette magique qui va faire que tout d'un coup on va avoir le déclic. Ouais, et qu'on va inventer le théorème en question en 2 heures. Exactement, voilà, on va inventer un nouveau théorème qui va révolutionner le monde. Donc il y a tout ce travail un petit peu obscur, hein, de fourmi qu'il faut être prêt à faire. Et puis bon voilà, des fois certains élèves se laissent un petit peu, impressionnés par des élèves qui ont plus de maturité, notamment les cubes, ceux qui ont déjà fait. Ils se disent oh là là, mais ils sont très forts, finalement c'est inné, je n'atteindrai jamais ce niveau. Mais parce qu'ils ne voient pas tout le travail de fourmi qui a été fourni en amont. Ouais. Il faut rester finalement persévérant, un peu humble et se dire que ce qui réussit, c'est la ténacité, la répétition. Tout à fait. Et se dire que c'est à ma portée finalement. Exactement. Et ça, tous les rapports de concours le soulignent, hein, qu'on ne demande pas vraiment de la virtuosité ou du brio, mais par contre, on demande un travail régulier. Ce travail régulier, il finit par payer. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre profil? Alors, le troisième profil qu'on pourrait identifier, donc le premier, c'était les gens qui ne maîtrisaient pas le cours. Le deuxième, c'est ceux qui maîtrisaient le cours, mais qui avaient du mal à l'utiliser dans une situation inédite. Le troisième profil, ce serait les gens qui, au contraire, ont plein d'idées. Alors là, on a aussi des élèves, et ça, c'est très intéressant de discuter avec eux. On leur pose une question. Voilà, le créatif, l'imaginatif. On leur pose une question, même une question à laquelle ils n'étaient pas préparés, et les idées fusent. Mais le problème, c'est le passage à l'écrit. Comme je leur dis, quand vous serez à l'oral, ça sera plus facile de discuter avec le jury, mais quand vous êtes à l'écrit, vous devez écrire noir sur blanc un raisonnement qui tient la route. Et souvent, ça, ils peuvent s'en apercevoir parce que le professeur, dans leur copie de devoir surveiller, va leur reprocher. Ça part un petit peu dans tous les sens, c'est pas structuré. Ils commencent sur une idée, puis finalement, ils bifurquent sur une autre, ils oublient des hypothèses, ils justifient mal, et ça rapporte pas de points. Donc si on est dans ce cas-là, alors c'est plutôt positif, il y a des atouts à creuser et c'est très encourageant, mais il faut pendant le temps des révisions s'astreindre à rédiger en entier des raisonnements.
Parce que là aussi, ça ne va pas s'improviser le jour J. Si on ne sait pas appliquer avec une feuille blanche, avec son stylo, à rédiger les choses point par point, ça ne va pas arriver... Et je ferai une analogie avec d'autres arts, parce que les mathématiques, c'est un côté un petit peu artistique parfois. C'est le peintre qui aurait plein d'idées, mais finalement, comme il ne maîtrise pas la technique, il ne peut pas finalement il peut pas réaliser son tableau, même s'il a les idées pour le faire. Voilà, la technique doit être au service de l'imagination pour cadrer un petit peu... Bon, après, à l'oral, ce sont d'autres qualités qui sont évaluées, mais à l'écrit, effectivement, c'est très bien d'avoir plein d'idées, mais si elles ne sont pas servies par la forme est vraiment importante, c'est-à-dire une écriture lisible, des calculs qui sont structurés, qui sont achevés, des résultats qui sont encadrés, ça ne mène à rien. Ouais. Il y a un autre profil, celui qui a du mal à rédiger finalement. Oui. Exactement, mais c'est celui-là, c'est-à-dire celui qui a des idées, mais qui ne parvient pas à les mettre en forme. Et ça aussi, ça s'apprend. Ouais. Il n'y a pas de fatalité en mathématiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de profs qui soulignent le fait qu'il y a des problèmes aussi d'erreurs de calcul? Oui, est-ce que vous le voyez aussi? Ça, on le voit, et ça, c'est peut-être des lacunes. Tout est bon, mais finalement, ils ne savent pas compter. Exactement, voilà, ça peut être des lacunes donc qui remontent. Utiliser leur calculatrice. Oui, voilà. Et puis nous, malheureusement, en classe préparatoire, on n'a pas le temps de leur refaire faire du calcul mental. Hein. Peut-être qu'on y viendra dans quelques années, qu'on s'apercevra qu'on devra utiliser les premières semaines des premiers trimestres de leur rentrée en prépa pour refaire du calcul mental. Alors, à l'inverse, il faut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, ça peut être un atout pour certains. Certains ont vraiment du mal avec les raisonnements abstraits, toutes ces définitions, tous ces théorèmes, alors vraiment, ils ont du mal à les assimiler. Mais par contre, ils sont bons en calcul. Et ça, on en repère dans chacune des classes. On a celui qui est virtuose pour résoudre un système d'équations linéaires, pour inverser une matrice, des choses qui sont vraiment techniques et qui peuvent rebuter des élèves qui sont bons, qui ont de bonnes intuitions, mais qui font beaucoup d'erreurs, d'étourderies en calcul. Donc, si on est dans le profil où finalement on n'est pas trop mauvais en calcul, on peut aussi tirer son épingle du jeu. Parce que dans chaque sujet décrit, il y a des questions relativement calculatoires. Oui, donc ça aussi... C'est très important, c'est les bases des mathématiques. Exactement, parce que si on a l'idée mais qu'on ne sait pas la mettre en œuvre, c'est le peintre qui ne saurait pas tenir son pinceau ou mélanger ses couleurs. Donc ça peut être une qualité aussi qu'on peut développer. Il faut bien avoir conscience qu'elle est valorisée aussi. D'accord. On peut s'entraîner en calcul, mais si on a des lacunes, parce que c'est vrai que le calcul mental n'est peut-être pas assez enseigné dans les petites classes. Mais moi, j'avais regardé, j'aime bien le calcul, et il y a des applications pour s'entraîner en calcul mental. Et surtout ne pas passer, parce que ce qu'on peut voir, et alors ça c'est le reproche qu'on peut faire à certains corrigés types qu'on trouve sur Internet, on doit trouver quelque chose d'assez technique comme les valeurs propres d'une matrice. Et le correcteur, et moi je jette pas la pierre parce que je peux faire ça aussi, après calcul, on trouverait que les valeurs à trouver sont. Et on ne détaille pas les calculs. Alors l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Il dit, bon, ce n'est que du calcul, si je l'avais fait, j'aurais trouvé. Mais en fait, il ne s'est jamais mesuré à la difficulté. Donc là aussi, pendant sa préparation, il faut consacrer du temps à faire le calcul et pas se dire il suffirait de. Voilà, il suffirait de savoir rédiger, il suffirait de savoir compter, il suffirait de, pour intégrer, il aurait fallu que. Non, on ne peut pas parler comme ça. Et si on ne se reconnaît dans aucun profil? Alors, les profils sont mixtes. Hein. D'abord, la liste n'est pas exhaustive, les profils peuvent être mixtes et souvent les gens sont à cheval entre plusieurs profils. Donc soit on peut partir de ses défauts, mais on peut aussi partir de ses qualités. Je parlais par exemple des gens qui n'étaient pas mauvais en calcul, ça peut être aussi une qualité à développer. À défaut de corriger ses défauts, on peut aussi chercher à faire croître ou à exploiter ses qualités. Une autre qualité que les élèves méconnaissent parfois, ce sont tous les points accordés aux questions d'informatique de Scilab. Voilà, il y a des élèves qui ont du mal avec les mathématiques, mais qui sont plutôt bons en programmation Scilab. Et le rapport du concours, alors ça c'était le Math 2 de la filière S de l'an dernier, soulignait qu'il y avait environ, je crois, 16,7% des points de barème qui étaient consacrés à des questions Scilab. Donc c'est un savoir-faire qui est aussi valorisé. Alors si on ne sait pas faire, eh bien, on va miser sur d'autres atouts, que ce soit le raisonnement, ou le calcul, ou les connaissances d'application directe du cours. Mais si on est bon en Scilab, eh bien, on se lance. Oui, ça peut être un bon atout. Merci beaucoup Magali Rocher, merci et à très bientôt. Et puis bon courage à tous ceux qui vont passer les concours. Oui, on pense à eux. On pense à eux très fort. Ciao. Au revoir.